Bon midi pour moi, bonsoir pour toi. Olivia, ça va bien? Ça va et toi? Mais oui, très, très contente de t'avoir sur le podcast Go Wild aujourd'hui. Bah, merci de m'accueillir, c'est super sympa. J'ai le gros sourire, je suis tellement contente. Ça a été d'une facilité de t'avoir sur le podcast. Puis honnêtement, juste pour ceux qui nous écoutent, que vous compreniez qui est Olivia. Olivia, c'est une reporter qui est engagée. Donc, de voyager à travers le monde dans le but de dépeindre des cultures, réaliser des reportages sur les différentes cultures. Puis, je trouve que tu as vraiment cette manière bien à toi que j'adore de montrer des portraits de gens, mais aussi des scènes de vie. Donc, on dirait que j'ai vraiment ressenti que ce que tu dépeignais à travers tes reportages, c'était vraiment ma façon de voyager. C'est pour ça que j'ai eu tout de suite un coup de foudre. Puis, bref, tu as eu énormément de succès. Tu es rendu à 140 000 vues sur Facebook et YouTube. Félicitations. Puis, Merci. tu es aussi une photographe, tu es une blogueuse, le petit reporter. Donc, et tu es aussi en préparation d'une belle traversée en Defender, dans l'Est de l'Afrique. Donc, bref, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais prendre une respiration. Donc, écoute, j'ai fait vraiment un portrait très vague de qui tu es, très large, mais j'aimerais ça que tu prennes le temps de peut-être juste te présenter à nous, nous dire qui tu es, puis c'est quoi un reporter engagé? Moi, donc, j'ai 25 ans et oui, en fait, j'ai plein de travail en même temps. Je suis autant photographe que vidéaste, que reporter, que blogueuse, que rédactrice web. Je fais vraiment plein de trucs différents. Tout ce qui touche un peu à l'image, au voyage et au fait de le retranscrire. Mhm. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et que j'adore faire. En fait, souvent, je me dis que j'ai l'impression de travailler sans forcément travailler parce que j'aime tellement ce que je fais qu'au final, je compte pas mes heures, je bosse le week-end, je prends rarement des vraies vacances, mais Mhm. parce que j'aime ça et en fait, j'ai l'impression que c'est la normalité en fait voilà, de bosser comme ça. Et bah, une reporter engagée, selon moi, c'est simplement euh, je me place en tant que quelqu'un qui va à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes pour rapporter des informations, des histoires de vie et des quotidiens à des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de les découvrir ou d'aller les découvrir. Et simplement, à travers mes reportages, donc qu'ils soient photos, vidéos ou écrits, Mhm. j'essaye de juste retranscrire la réalité, donner la parole à certaines personnes. Et quand je dis que je le fais d'une manière engagée, c'est parce que j'ai envie de le faire vraiment avec un respect total envers les populations, avec un respect au maximum envers l'environnement. Je parle beaucoup de Mhm. sujets sur l'écologie. Et pour moi, c'est ça, c'est de faire les choses bien et d'essayer d'éclairer un petit peu les gens, d'éveiller des consciences en parlant de sujets assez précis et surtout super importants de nos Mhm. jours, quoi. Mhm. Puis je pense aussi que tu as cette façon d'essayer de faire une mini différence. Tu sais, tu parles de faire une différence de taille humaine à échelle humaine, ton échelle humaine. Donc, c'est quoi exactement quand tu es à un endroit, tu essaies de t'impliquer de X, Y, Z façon ou? Ouais, bah, j'ai vraiment envie d'être juste à la même place, à la même hauteur que les gens que je Oui. rencontre. Enfin, je suis pas au-dessus d'eux, ils Non. sont pas en dessous de moi, enfin, en aucun cas. J'essaie juste de venir avec ma caméra et de rester la plus humble et la plus respectueuse possible et voilà, de vraiment me dire je vais vivre comme eux, je vais les respecter et les comprendre et je viens avec ma caméra, enfin, je viens inclure ma caméra petit à petit pour qu'ils aient confiance en moi, ils comprennent ma démarche et Mhm. non pas venir en tant que personne qui impose sa caméra ou qui se sent supérieure ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout mon Mhm. but. Et du coup, oui, moi, c'est vraiment, j'aime justement passer du temps avec les gens, apprendre à les connaître et pour me dire que je suis juste avec eux, qu'ils trouvent ça normal que je sois avec eux et qu'au bout d'un moment, je sors la caméra pour capter en fait tout ce que je vis, tout ce qu'ils me font découvrir. Mhm. Et ça paraît juste naturel, en fait. C'est ça que je trouve cool, c'est qu'au bout d'un moment, ça paraît Mhm. naturel. Et je pense que ça se retranscrit à travers la caméra au bout d'un moment, quoi. Exactement. Ben, c'est comme ça, en fait, que je me sens à chaque fois que je regarde tes reportages, que ce soit ceux que tu as fait autour du monde ou ta série documentaire, qui, on espère, les autres épisodes vont sortir éventuellement. Je pense que c'était supposé être 6. J'espère. Ouais. On cause les doigts. Mais là, j'ai envie de retourner dans le temps, Olivia. J'ai envie de nous ramener à il y a quelques années. Tu sais, j'étais sur ton site, puis tu parles d'une personne au lycée qui a tout changé, qui t'a aidé à ouvrir ton esprit, à vouloir découvrir le monde. Est-ce que tu es à l'aise à nous en parler? C'était Ouais, ouais, quoi ce ouais. moment-là? Bah, en fait, c'était une amie proche. Et en fait, donc, quand j'avais 17-18 ans, enfin, on avait 17-18 ans,
Et tout simplement, moi, à ce moment-là, j'avais jamais encore voyagé vraiment dans le sens voyager. J'avais pris des vacances avec mes parents à l'étranger, mais dans le sens vraiment voyager, rencontrer des gens, découvrir des cultures, je l'avais encore jamais vraiment fait. Et c'est quelque chose qui m'attirait pas forcément, enfin parce que je le connaissais pas. Et en fait, j'ai vu cette amie partir l'été juste avant notre bac. Et j'ai vu que vraiment, elle est partie que quelques semaines. Et quand elle est revenue, j'ai vu que ça l'avait totalement changée. Et du coup, j'ai trouvé ça juste fou. Et je me suis demandé ben, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'était passé sur place. Et enfin, tout bêtement, je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux découvrir le pourquoi du comment. Et je veux voir ce que ça fait de voyager, ce que ça fait de voyager d'une certaine manière. Mhm. Et c'est pour ça que, en fait, mon premier voyage solo, je suis partie seule et j'ai voulu faire du stop et du camping sauvage. OK, rien de Et moins. du vélo chez l'habitant, donc vraiment direct dans Total. le bain, parce que voilà, je voulais vraiment découvrir la chose. Et ça m'a fait, bon, je pense que ça m'a fait un électrochoc, quoi. Vraiment, Mm. quand je suis partie un mois en Irlande et quand je suis revenue, je me suis dit, c'est un déclic incroyable. Heureusement que je suis partie et que j'ai eu cette curiosité de me dire, je veux le faire aussi, parce que c'est ça qui m'a un peu ouvert la porte de l'envie de voyager et surtout de l'envie de voyager de cette façon-là. Mhm. Puis tu dirais que le goût du reportage, tu sais, le goût de mettre de l'avant des locaux, des histoires, c'est-tu un petit peu issu de cette expérience-là? Ça, c'est arrivé quand dans la timeline? C'est venu un petit peu plus après parce qu'à la base, donc je faisais déjà de la photo beaucoup quand j'étais au lycée, mais pour moi c'était juste une passion. Je voulais pas du tout en faire un métier parce que je savais pas du tout comment on pouvait en faire un métier ou voilà comment vraiment développer ça pour que ça soit viable sur le long terme. Donc pour moi c'était juste une passion. Et en fait, quand j'ai commencé donc après ce voyage-là, bon, j'ai pris des photos pendant mon voyage et après j'ai continué à faire des petits voyages et voilà je continuais à prendre des photos. Mais en aucun cas, à ce moment-là, je pensais être reporter ou quoi que ce soit. De base, je voulais être vétérinaire, donc ça n'avait OK. aucun rapport. Mais Euh, je pense que t'aimais les chevaux. Est-ce que ça se peut? Oui, ouais, j'aimais les OK. chevaux, ouais. Et beaucoup les animaux dans tous les cas. Donc, je voulais vraiment être vétérinaire. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que les longues études, c'était pas du tout fait pour moi. Donc j'avais commencé la fac pour être vétérinaire et j'ai arrêté au bout de quelques semaines. Et j'ai pris une année de pause pour essayer de, voilà, de comprendre, de faire le point, de m'écouter au maximum. Mhm. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un journal local. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à aimer un petit peu mélanger tout ça, l'écriture, la photo, le fait d'interviewer des gens. Mhm. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très timide et je n'osais pas aller vers les gens. Et en fait, d'avoir ce travail, ça m'obligeait à aller vers les gens, à poser des questions, à faire des portraits, tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à me débloquer un petit peu. Et ça m'a montré voilà, la possibilité d'un certain travail de journalisme, de reporter, sachant que Mhm. c'était voilà, très varié. Moi, je pouvais le faire à ma sauce derrière, parce que Mhm. là, c'était du journalisme dans un petit village, donc c'était pas de la culture incroyable, mais c'était déjà un premier pas et je trouvais ça génial à chaque fois de rencontrer des gens, de leur poser des questions. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me mettre un petit peu dans la tête l'idée que je pouvais mêler tout ça jusqu'au moment où donc j'ai fait des études de journalisme parce que mes parents voulaient quand même que j'ai un petit diplôme. Donc j'ai fait les études de journalisme, mais les études, elles étaient trop générales pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup bossé à côté pour apprendre sur moi ce qui m'intéressait, ce qui était plus voilà, la vidéo, le reportage, tout ça. Alors qu'à l'école, on faisait plus de l'écriture ou de la radio, c'était un petit Mhm. peu trop global. Donc j'ai beaucoup voyagé pendant mes 3 ans d'études. Genre, littéralement, à chaque vacances qu'il y avait, je partais quelque part avec mon appareil photo pour essayer de faire des trucs un petit peu à l'étranger. T'as Et pas été correspondante aussi, si je ne m'abuse? si, bah, c'est ça, OK. avec le premier journal avec qui j'ai bossé. En fait, j'étais correspondante de presse directe, alors que j'avais pas de. C'était avant que je commence mes études, donc j'avais pas du tout d'expérience là-dedans, mais ils m'ont prise parce que j'avais fait des tests d'écriture et ça marchait bien. Ouais, du coup, je suis restée correspondante jusqu'à la fin de mes études. Et à la fin de mes études, c'est là que je me suis lancée, enfin, je me suis vraiment posé la question de me dire, est-ce que je veux travailler pour quelqu'un dans Mhm. une rédaction comme on me l'a appris à l'école et juste rester voilà, presse régionale ou nationale ou quoi que ce soit. En fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas du tout et que je préférais être mon propre patron dès le début, même si ça allait être plus compliqué et plus long pour me lancer, mais que je voulais pas bosser pour quelqu'un. Je voulais vraiment
mixer tout ce que j'aime pour faire ce que j'aime dans mon boulot. Et c'est là que j'ai décidé de partir pour un tour du monde pour mettre un petit peu tout ça, mixer tout ça et voir Mhm. si ça allait marcher, quoi. Mais là, parlons-en de ce tour du monde-là, parce que c'est ça qu'on va sur ton site, sur le site Le Petit Reporter, on voit tes reportages, puis après ça, il y a la série Humanité, mais comment ça a été de préparer ce tour du monde-là? On parle quand même de 12 pays, t'es toute seule, t'as ta caméra, t'as pas d'équipe avec toi. Comment t'as préparé ça? C'était absolument pas préparé. OK. Vraiment, en fait, le tour du monde, j'ai décidé de partir littéralement un mois ou deux avant le départ. Parce que c'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, à la fin de mes études où je me suis arrêtée, j'ai pris une seconde et je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire maintenant. Et en fait, là, ça s'est vite goupillé. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien partir dans un pays pour tester, faire des reportages et voir ce que ça donne. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de temps devant moi. Donc, si je fais un pays, je peux en profiter pour faire celui qui est à côté, puis celui qui est à côté, puis aller un peu plus loin. Et en Mhm. fait, à force de faire ça, je me suis dit, je peux faire carrément un trajet pour faire un tour du monde. Et je voulais donc des pays qui étaient très différents les uns des autres pour pouvoir faire des reportages qui allaient être différents. Et moi, me tester sur le terrain parce que depuis toujours, en fait, je voyageais seule, donc j'étais habituée à voyager seule, ça ne me dérangeait pas. J'aime ça littéralement. Et en fait, je voulais mixer ça au fait d'être seule dans la réalisation OK. de reportages. Parce que pour le moment, en fait, c'était juste comme ça. J'avais pas une équipe avec moi, j'avais pas forcément envie d'en avoir une non plus. Mhm. Et, euh, et du coup, je me suis juste dit, vas-y, on essaye. J'avais aucune pression, quoi. J'avais pas de compte à rendre, j'avais pas de reportage à vendre ou quoi. J'avais des économies de côté pour ce tour du monde, donc j'avais pas forcément le besoin absolument de vendre des reportages sur la route. Donc je me suis dit, je vais juste essayer et puis apprendre au fur et à mesure. C'est sûr que les premiers reportages vont pas forcément être parfaits, et puis je vais m'améliorer au fur et à mesure, je vais comprendre, je vais changer mes techniques, je vais essayer de retranscrire de mieux en mieux ce que je vis. Et du coup, voilà, c'était pas du tout vraiment organisé de base et j'ai juste laissé faire les choses et je me suis dit, je vais apprendre et puis je vais évoluer et ça ira bien comme Mhm. ça, quoi. Puis je pense que tu avais déjà aussi à la base un intérêt pour les peuples un petit peu plus reculés. Donc, je pense que tu es allé voir les Navaros, tu es allé aussi voir les Maasai. Comment est-ce que tu as réussi ou tu sais, comment ça s'est placé à toi, cette possibilité-là d'aller plus à la rencontre de ces peuples-là? C'est vrai que moi, ma manière de voyager, c'est quand je vais dans un pays, j'ai vraiment envie de rencontrer les gens qui sont sur place et de découvrir leur culture et leur manière de vivre, parce que je trouve ça juste impensable d'aller dans un pays sans faire cette démarche-là, parce que ça serait un petit peu survoler le pays et non pas rentrer en profondeur voilà, pour découvrir les problématiques des gens sur place et leur quotidien. Et du coup, moi, ouais, à chaque fois que je vais dans un pays, je sais pas, je suis avenante avec les gens, je discute, je leur dis un petit peu mes projets. Et en fait, souvent, de fil en aiguille, tu parles à quelqu'un, puis il va te donner un conseil ou il va te donner Mhm. un contact. Et en fait, ça peut vite aller. Voilà, tu pars d'une personne, et puis au bout de quelques personnes, tu vas te retrouver chez une autre personne encore. Et cette personne-là va pouvoir te faire découvrir des choses ou quoi. Et notamment pour les Navajos, c'était ça en fait. J'avais rencontré une personne et puis je lui avais dit que voilà, j'aimerais bien faire un reportage. Donc il m'avait donné le contact d'un autre ami, puis d'un autre ami. Et en fait, j'ai pu rencontrer ces différentes personnes et faire un mix de tout ce qu'ils ont pu me dire pour faire un petit reportage. Et pour aller dans le village Maasai, pareil, j'ai fait mes petites recherches, j'ai demandé des contacts, des contacts. Et au final, on tombe sur le bon contact au bout d'un Mhm. moment. Et puis après, il faut oser se lancer, même si on ne connaît pas les gens. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'aller sur place, voir un petit peu, sans trop avoir de plan. Par exemple, pour le village Maasai, à la base, je m'étais dit, bon, je vais passer que 2, 3 jours pour découvrir. Au final, j'y suis restée bien plus longtemps Et parce que j'avais retourner pas bien de des plan fois. défini. Et je suis retournée bien des fois, ouais, donc On pourra en reparler, mais ouais. un certain attachement particulier à la Tanzanie. Mais je trouve ça magnifique. Puis ça m'amène tranquillement vers ta série Humanité, tu sais, qui a été un peu le projet d'après. Quand tu es revenu de ton tour du monde, là, tu avais envie de bâtir, tu sais, de réaliser un gros projet. Puis comment est-ce que la série Humanité, comment le titre t'est venu? Puis c'était quoi un peu tes intentions avec cette série-là? En fait, la série Humanité, elle est venue vraiment au retour de mon tour du monde.
Parce que, encore une fois, à la fin de mon tour du monde, je me suis dit, le tour du monde, c'est pas une fin en soi, et il faut que je trouve un projet pour continuer tout ça et continuer dans cette voie du reportage. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire des reportages au long cours. Donc, c'est des reportages 52 minutes. Et en fait, l'idée est venue vraiment d'un coup. Enfin, j'ai essayé de réfléchir un projet. Et d'un coup, je me suis dit, mais je pourrais faire une série. Parce que quand je pensais à faire un seul reportage, je me disais, mais j'ai tellement de sujets que j'aimerais traiter et de pays que j'aimerais découvrir qu'un seul reportage, ça va pas être possible. Donc, il faut que je le déploie en une série. Et en fait, pour pouvoir avoir le temps et avoir la possibilité de parler vraiment de plein de choses différentes. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur l'idée d'une série. Et en fait, donc, dans une saison d'Humanité, il y a 6 épisodes. Et en fait, chaque épisode a une thématique différente, que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport aux populations, aux cultures. À chaque fois, c'est un thème assez précis. Et je trouve ça génial, en fait, parce que j'ai l'impression que ça diversifie le contenu tout en ayant un petit fil rouge, parce que ça reste ma même manière de filmer et les mêmes intentions derrière. Mais voilà, je trouve que j'avais besoin d'avoir plusieurs épisodes. Et en fait, le nom d'Humanité, ça m'est venu un peu naturellement. Je voulais un nom très court, mais qui exprime clairement mes intentions avec ce projet. Et je trouvais que, à la base, je voulais l'appeler Humain. Et en fait, il y a déjà des projets par rapport à Humain, notamment du photographe Yann Arthus Bertrand avec Human. Et au final, Humanité, donc c'est assez proche. Et je me suis dit, mais Humanité, c'est génial, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de retranscrire à travers ce projet-là. C'est montrer toute l'humanité qui existe autour de la Terre. Et malgré toutes les choses négatives qu'on peut voir au quotidien, il y a plein de choses positives, et il faut juste pouvoir donner la parole à certaines personnes pour montrer ça, quoi. Donc c'était ça le but derrière ce projet-là. Puis j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur, hein, parce que, comme tu l'as dit, tu abordes différentes thématiques, mais avec un filon conducteur qui est un peu ta sauce, qui tu es. Mais, tu sais, l'épisode 1, où que tu vas vraiment sur les traces nomades, le but était de se retrouver, revenir à l'essentiel, couper de la société de consommation. Puis tu dis vraiment que tu as pris une claque d'humanité. Est-ce que tu peux nous parler de cette claque d'humanité-là? Ouais, notamment dans l'épisode 1, en effet, en fait, fallait vraiment juste lâcher prise, c'était le but. Et je pense qu'en tant que réalisatrice, c'est l'épisode qui m'a le plus stressée, parce que littéralement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer sur place, vu que le but, c'était de faire du stop, de dormir chez l'habitant, de ne pas utiliser le téléphone. Donc clairement, je ne pouvais pas écrire à l'avance ce qui allait se passer. Et en fait, ça me stressait un petit peu, parce que je ne savais pas si j'allais avoir assez de matière pour faire un 52 minutes, si ça allait être intéressant, si on allait avoir des bonnes rencontres ou quoi que ce soit. Et donc, c'était un peu, d'un point de vue réalisation, c'était un peu stressant. Mais d'un point de vue voyage, moi, c'était juste l'aventure comme je l'aime totalement, quoi. C'est l'imprévu, on se laisse guider, et puis on tombe sur, la plupart du temps, de merveilleuses, de merveilleuses choses, quoi, de merveilleuses rencontres. Et en fait, ouais, je me suis pris une belle claque, comme j'ai envie de dire souvent dans mes voyages, parce que quand on voyage un peu comme ça, qu'on se laisse guider et qu'on ose aller à la rencontre des gens, on se rend compte justement de toute l'humanité qui existe dans certains pays. Et au Kirghizistan notamment, tous les soirs, on trouvait quelqu'un chez qui dormir. On faisait du stop et ça marchait super bien. Les gens étaient adorables. Ils nous invitaient à manger ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment des échanges magnifiques. Et c'était court mais intense. Et vraiment, c'est des sentiments où tu te sens bien, quoi. Ouais. Tu te dis, les gens ne te connaissent absolument pas, et pourtant, ils t'ouvrent leurs portes. Et ils ont envie de découvrir qui tu es, ce que tu fais là. Ils ont envie de te partager leur culture. Et c'est juste incroyable. Et c'est un sentiment, ouais, qui est... Quand tu rentres d'un voyage comme ça, tu t'es pris une claque, et ça fait beaucoup de bien, quoi. Puis de voir à quel point, parce que c'est ça, comme tu l'as dit, vous vous basiez sur l'autostop pour vous rendre à destination, pour aller voir à la rencontre des peuples nomades, mais tu sais, c'est ces gardes aussi, tu sais, de faire confiance aux inconnus, chose qui, dans notre société actuelle, surtout, les grandes villes et tout ça, grandes métropoles, l'autostop, on s'entend que c'est délaissé depuis bien longtemps, donc de revenir à l'autostop, puis ça te permet, tu sais,
rapidement des liens avec les gens, puis la facilité avec laquelle vous avez réussi à toujours avoir quelqu'un qui vous amenait du point A au point B. Je trouvais ça magnifique. Mais est-ce que ça t'a amené à peut-être utiliser cette technique-là, même dans les grandes métropoles, ou c'est quelque chose que tu sens que tu peux pas nécessairement reproduire parce que, bon, avec toutes nos barrières, etc.? Bah, le stop en soi, moi j'en ai beaucoup fait, même à côté de chez moi. Enfin, genre quand OK. j'étais au lycée, pour rentrer du lycée, ça m'arrivait de faire du stop quand je ratais le bus ou quoi que ce soit. Donc en soi, moi je trouve que le stop, ça peut se faire partout. Après, c'est sûr que par exemple en France, il y a beaucoup de méfiance Oui. parce que ben il y a aussi beaucoup de faits divers malheureusement. Il y a beaucoup, voilà, tu peux tomber sur des bonnes comme des mauvaises Oui. personnes. Mais ça peut arriver aussi partout, hein. Ça peut arriver en Mm-hmm. France, mais ça aurait pu nous arriver au Kirghizistan. On ne sait jamais sur qui vraiment on peut tomber. Mais je trouve que c'est quelque chose en soi que tu peux faire un peu partout. Moi, souvent dans mes voyages, j'aime beaucoup faire du sub. J'en ai fait par exemple aux États-Unis. Et quand j'en ai fait aux États-Unis, ma mère avait super peur parce que les États-Unis, dans certains endroits, bah, tu peux tomber un peu sur des gens Ouais. pas forcément nets. Et en fait, non, moi je trouve ça Mm. vraiment génial. Et le truc le plus important, je trouve, c'est juste de suivre son instinct. Ouais. C'est que quand une voiture s'arrête, tout de suite, tu as le feeling ou tu l'as pas avec la personne. Et du coup, soit tu dis, bah oui, je veux bien que vous m'ameniez jusqu'à là, soit voilà, tu essaies de blablater pour dire, ah bah en fait, vous n'allez pas dans ma direction ou quoi que ce soit, et en fait, tu refuses poliment. Mm-hmm. Mais franchement, tu le sens directement. Et l'instinct aide beaucoup à savoir et voilà, à se dire, là, il faut que j'y aille, ou là, il vaut Mm-hmm. mieux que je n'y aille pas, quoi. Puis le côté aussi technologie, tu sais, le fait justement que vous êtes dit, on n'utilisera pas nos cellulaires, on va vraiment avoir une carte comme à l'époque. Est-ce que ça t'a donné envie de reproduire ça dans d'autres voyages, essayer de plus te guider, demander aux gens, tout ça, être plus tourné vers l'autre, justement, et pas juste sur sa technologie pour s'orienter? Ouais, carrément. Ça, c'est sûr que moi, bon, pour le coup, j'utilise beaucoup le GPS en voyage parce que c'est une facilité incroyable. Par contre, de base, je demande aussi beaucoup aux locaux, voilà, Mm-hmm. s'ils peuvent me donner des conseils sur quoi faire. Enfin, ça me dérange pas de changer mes plans par rapport à justement ce que disent les locaux. Mais c'est vrai que voyager avec une carte, je le fais quasiment jamais parce que c'est une habitude d'être avec mon téléphone, quoi. C'est vraiment trop facile. Mais au Kirghizistan, j'ai adoré vraiment me dire, je peux compter que sur ce que les gens me disent, en ayant confiance que s'ils me disent que le nord est par là, bah, le nord est par là et c'est pas autrement. Et aussi gérer avec mon sens de l'orientation et me dire, bon, si j'arrive à suivre la carte, la route, on est dans le bon sens, tout va bien, machin et tout. Et c'est vrai que ça, j'aimerais bien le faire un peu plus souvent. C'est un peu un défi, en fait, de se dire, Mm-hmm. voilà, ce voyage-là, pour le pimenter un petit peu, ben, allez, on n'utilise pas le GPS, ça peut être pas mal. Et je pense que j'aimerais bien le réitérer dans certains pays. Mm-hmm. Ça pourrait être assez chouette. Et au final, ça te donne encore plus d'aventure parce que Mais non, exact. tu donnes un piment incroyable à ton voyage et tu dis pas juste bon, voilà, quand mon téléphone me dit d'aller à droite, je vais à droite. Non, ça c'est tu vas encore davantage à la rencontre des gens pour leur poser des questions, pour voilà. Et je suis sûre que ça, enfin, clairement, ça fait des Mm-hmm. rencontres en plus et des opportunités de découvrir d'autres choses, quoi. C'est trop cool. C'est clair. C'est souvent, on dit c'est comme dans notre mini-galère, si on perd notre téléphone aussi, ou ça, qu'on doit vraiment se tourner vers l'extérieur Mm. pour prendre des conseils, qu'il y a les plus beaux moments qui se créent. Fait qu'en tout cas, bref. Qui Ouais, sait, totalement. peut-être qu'il va y avoir un petit segment sans carte, pardon, sans technologie. Mais je serais curieuse, Olivia, que tu me parles peut-être d'un moment qui t'a marqué. Parce que Dieu sait que tu as fait des familles, tout ça, puis tu as rencontré des gens merveilleux sur la route. Mais est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué? Bah, clairement, quand je pense à des rencontres, le moment qui m'a le plus marqué, moi, c'est la première fois que je suis allée dans le village Maasai en Tanzanie, Mm-hmm. où clairement, enfin, c'était pendant mon tour du monde, c'était un peu la fin de mon tour du monde. Et j'avais, enfin, la culture Maasai, c'est une culture qui m'inspirait depuis très longtemps, notamment grâce à l'émission Rendez-vous Inter-Inconnus, parce que c'est une émission qui est géniale pour découvrir des cultures. Et je me rappelle qu'ils étaient allés à la rencontre des Maasai et ça m'avait vraiment marqué. Et je m'étais dit, pendant mon tour du monde, j'ai trop envie de découvrir cette culture par mes propres yeux et juste de vivre avec eux et de voir vraiment de l'intérieur comment c'est Mm-hmm. de vivre dans leur culture. Et c'est vrai qu'au final, je suis allée dans ce village, j'ai rencontré une famille notamment avec qui je me suis vraiment, enfin, à qui je me suis vraiment attachée et j'ai vécu plusieurs jours avec eux. Et c'était juste incroyable. Enfin, pour moi, c'était
ça paraissait totalement normal et c'était juste naturel d'être avec eux. Et c'était des moments super forts en fait. Et c'est pour ça que oui, du coup, j'y suis revenue plusieurs fois après, quasiment une fois par an, Ah ouais? parce que ouais, parce que j'ai tissé vraiment des liens super forts et j'ai envie de voir les enfants grandir, j'ai envie de voir l'évolution des parents, de savoir comment tout le monde va. Et c'est juste impensable pour moi de me dire je vais les voir une fois et plus jamais après. C'est Mhm. juste pas possible. Mais du coup, ouais, ces différentes rencontres dans ce village-là m'ont vraiment beaucoup marqué. Je pense que ça a même été, en fait, un peu le précurseur, ou tu sais, c'est ça qui t'a amené à fonder ton association qui s'appelle Association Naonai. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le lien? Qui est Naonai? Je sais même pas si je le prononce bien. Ouais, c'est tu le Ah ouais, prononces très bien. OK. Mais oui, bah, Naonai, justement, c'est l'une des petites filles de la famille. Et c'est la petite fille avec qui j'ai tissé le plus de liens. Et c'est des liens très particuliers parce que je parle pas vraiment sa langue et elle parle pas ma langue. Mhm. Mais pourtant, on peut passer des heures à jouer ensemble. On se fait des petits regards, on se cherche. C'est des liens très particuliers. Et en fait, du coup, en fait, à la base, je ne comptais pas créer une association. Ce n'était pas un but pendant mes voyages. Mais c'est en parlant avec des gens du village qui m'ont dit ben, ça pourrait être vachement bien qu'on unisse nos forces et que tu nous aides parce que nous, on aurait besoin de faire ci, de faire ça et tout. Et tu pourrais peut-être nous aider en étant à l'extérieur, en étant dans un autre pays, en ayant beaucoup plus d'accès à des choses. Mhm. Et en fait, ben, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, carrément, enfin, je peux totalement prendre du temps et les aider, même si je sais que je vais pas faire une association pour faire des millions de choses, je vais pas changer la vie de plein de personnes ou quoi que ce soit, mais si je peux faire certaines choses qui vont être assez simples à gérer et qui pourtant vont changer beaucoup de choses sur place, moi, je trouve ça absolument génial. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette association. Et voilà, on fait des petits projets avec, mais qui, je pense, sont super utiles. Et dans tous les cas, on n'a pas vocation à devenir une énorme ONG ou quoi que ce soit. On veut juste rester à taille humaine, pour l'instant, dédié à ce village-là, et puis simplement les écouter, écouter leurs besoins, Mhm. et puis mettre en place ce qu'on peut par la suite. Ouais, puis je pense que tu as dit quelque chose de vraiment important qui est les écouter. Puis je pense que, tu sais, des fois, c'est un peu l'erreur qu'on fait qui est de vouloir, tu sais, avoir une idée puis de dire, ah, OK, c'est ça, je pense que ça pourrait être bon ou bénéfique. Mais au final, tu sais, c'est de leur demander qu'est-ce qui serait bénéfique. Comme là, tu vois, c'était une demande. Ils ont dit, ah, ça pourrait être génial. Fait que c'est d'attendre de voir qu'est-ce que eux veulent faire, qu'est-ce qui, tu sais, c'est de tendre une oreille, bref, puis de voir qu'est-ce que eux souhaitent Ouais, bah, comme aide. c'est comme je disais au début, c'est de ne pas arriver en se disant on est supérieur ou quoi que ce soit. C'est simplement se mettre à la place, à la même hauteur que tout le monde Mhm. et écouter ce qui se passe autour de nous pour se dire bon, c'est pas moi qui vais imposer mes idées parce que je sais que ça ou ça peut être bien. Mhm. Non, au final, nos cultures sont très différentes et c'est quelque chose qui marche chez moi, ça peut ne pas marcher chez eux. Donc au final, la simple chose, c'est de prendre le temps d'écouter, de poser des questions et de se Mhm. dire bah, même si moi j'aurais pas fait comme ça ou même si c'est pas mon avis ou je pense que ça c'est plus important que ça, si eux ils pensent le contraire, enfin je les écoute, je leur donne mon avis en échange et puis à la fin bah, il en ressort ce qu'il en ressort quoi. Mhm. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ton épisode 3 qui se déroule en Haïti, en fait, t'es allé un peu t'immiscer à l'intérieur de l'association JD en Haïti, donc pour voir un peu comment ça se passait, le volontariat de l'intérieur. Puis ça, je pense que ça t'a inspiré et aidé à fonder ton association. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, non, clairement, ça m'a beaucoup OK. aidée. Et en fait, dans cette association en Haïti, j'y étais déjà allée pendant mon tour du monde. Donc, je connaissais déjà les personnes et c'est pour ça que j'y suis retournée pour ma série. Et en fait, clairement, quand je suis allée sur place, donc la première fois, j'avais pas en tête d'avoir une association, mais la seconde fois, on venait tout juste de la créer. Et clairement, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, en plus du reportage que j'essaie de tourner, je vais pouvoir poser plein de questions à celui qui a fondé l'association, qui s'appelle Julien, voir vraiment comment ça se passe, avoir les retours aussi des jeunes, de ce que l'association leur apporte, tout ça. Et en fait, c'était ultra inspirant pour avoir des idées pour la suite et pour me dire, ben, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Mhm. Et voilà quoi.
Puis est-ce que ça a été compliqué? Tu sais, mettons quelqu'un qui a envie de faire, lui aussi, une idée d'association, envie d'aider à l'échelle humaine. Est-ce que ça a été un processus compliqué pour toi? Ouais, donc du coup, non, c'est assez simple de créer une association en France. Il y a juste, voilà, il y a un peu de la paperasse, il y a des choses à faire, mais c'est assez simple. Le seul truc, c'est qu'il faut que, bah, enfin, n'importe qui peut créer une association, mais il faut pas le faire juste pour dire je veux créer une association. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un but derrière et de se dire on crée une association parce que on sait qu'il y a un besoin quelque part et qu'on peut y répondre et non pas juste créer une association pour soi, pour son image, pour son ego ou je ne sais quoi, en se disant voilà, je vais avoir une asso, je vais faire plein de trucs, plein de projets un peu partout et je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment voilà, comprendre, définir où on veut aider, qui on veut aider et se dire voilà, si on n'a pas énormément de temps, bah, on va pas vouloir faire 3 millions de projets, mais on va vouloir les faire vraiment bien. Quand on va, euh, Quand on va s'engager avec quelqu'un, avec une population, avec un village ou quoi que ce soit, c'est pour le faire à fond et c'est pas juste pour dire bon bah je vais vous filer quelques sous et vous vous débrouillez ou alors une fois tous les 6 mois je vous demande des nouvelles. Non, je pense que quand voilà, si on crée une association, c'est simple de le faire, mais derrière il faut se rendre compte qu'il y a un énorme travail et que si on veut faire les choses bien et surtout sincèrement, voilà, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de temps derrière aussi, quoi. Fait que ça m'amène juste à une démarche sincère et d'être prêt à y mettre le temps Ouais. et parce que c'est ça. L'idée n'est pas juste de bien paraître, bien sûr, il faut que ce soit sur Ouais, non, des bonnes clairement. intentions. Puis j'ai envie de tranquillement migrer vers notre temps actuel. Donc, temps de COVID, où que vous travaillez sur un beau projet, parce que tu as eu la chance à travers les années, tu sais, de dormir beaucoup dans ta voiture, de faire un petit peu le van life, si on veut, puis t'aimes ça. Puis là, vous vous êtes acheté un mastodonte, là, un 1998 à son actif 247 000 kilomètres. Donc, vous êtes allé avec un 4x4 Defender. Donc, raconte-nous un petit peu, c'est quoi les plans? Où est-ce que vous en allez avec ce beau projet-là? Ouais, en fait, c'est un projet. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, pendant mes voyages, aimé voyager, que ce soit avec ma voiture, avec des vannes, tout ça, parce que je trouve ça génial. La liberté qu'on peut avoir quand on voyage avec son véhicule, de se dire on va littéralement où on veut, on se pose un peu où on veut, et quand on peut dormir dedans en plus, c'est génial parce que tu t'endors dans des paysages magnifiques. Alors, pas tout le temps, des fois, tu te retrouves aussi sur des vieux parkings de supermarché, mais des fois, tu vas te retrouver dans des endroits absolument ouf et je trouve ça juste magique. Et donc, moi, l'idée de voyager comme ça, c'était dans ma tête depuis pas mal de temps. Et en fait, c'est vraiment pendant le confinement où on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de se demander ce qu'on voulait faire avec Charlie, ma copine. Et en fait, ben, naturellement, on s'est dirigé déjà vers l'Afrique parce que pour nous deux, c'est un continent coup de cœur et on a envie de découvrir tous les pays de ce continent, enfin tous les pays qu'on peut visiter. Et en fait, du coup, bah, ça s'est vraiment tout goupillé comme ça. On s'est dit, vas-y, on part en Afrique. Enfin, on n'y croyait pas forcément. Au début, on se disait un petit peu comme ça pour se taquiner. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu un Un projet vrai qui plan. pouvait être vraiment voilà, un projet concret. Partir de Et l'Égypte, puis vous en allez jusqu'en Afrique du Sud, c'est bien ça? ouais, c'est OK. ça. Pour l'instant, c'est ça le but. Et du coup, après, bah, on s'est dit pour faire ça, il nous faut un 4x4. Et bien, nous, on veut un 4x4, mais qu'on puisse aménager parce qu'on a vraiment envie de se sentir ben, comme dans une petite maison roulante qu'on pourra aménager nous-mêmes. Et en fait, c'est pour ça qu'on est parti sur un Defender qui est un gros bébé, un gros 4x4, mais qui est trop chouette et qu'on prend trop plaisir à aménager. Et on a juste trop hâte de pouvoir partir, quoi. Oui, puis en fait, ce que j'aime aussi tu sais, certains aspects de votre voyage, certaines intentions que vous avez, c'est, ben oui, de produire des documentaires. Ça, je suis pas surprise. On va peut-être avoir la petite sœur de humanité qui va naître, émerger de tout ça. Mais il y a aussi le but écologique puis sensibilisation que je trouve vraiment génial. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre dans un village, dans un pays, essayer de le transmettre pour que ça ait une bonne répercussion ou que ça puisse aider ailleurs. Fait que peut-être juste renchérir là-dessus parce que je trouve ça vraiment inspirant et je trouve que c'est ça, c'est de faire une différence à sa portée.
Ouais, bah, on voulait vraiment que donc ce voyage, il va nous apporter à nous personnellement énormément de choses, mais on voulait aussi que ça puisse apporter quelque chose aux personnes qu'on va rencontrer. Et on a longuement réfléchi à comment on pouvait tourner ça. Et on s'est dit, bah, naturellement, nous, enfin, l'écologie, c'est quelque chose qui nous touche énormément dans notre vie de tous les jours. Et en fait, on sait que dans certains endroits, l'information ne vient peut-être pas assez ou assez rapidement, où ils n'ont pas, voilà, ils ont pas l'occasion d'avoir certaines informations. Et on s'est dit, ben, ça peut être juste trop top de venir, encore une fois, très humblement. On n'est pas des pros de l'écologie, on n'est pas parfaite sur l'écologie. Il y en a tout de suite qui vont nous taper sur les doigts parce qu'ils vont nous dire on veut parler d'écologie alors qu'on voyage en 4x4. Donc, voilà, on peut très vite partir dans ce sens-là. Mais nous, on n'a pas envie de penser à tout ça. On veut juste se dire, voilà, nous, on aimerait pouvoir transmettre des informations qui peuvent être super utiles parce que l'écologie, c'est autant pour la planète que pour chaque individu, c'est un sujet qui est tellement important. Et simplement, il y a certains petits trucs qui peuvent aider au quotidien et qui peuvent, voilà, qui peuvent changer un petit peu les habitudes de chacun pour faire en sorte que, voilà, de vivre plus sereinement avec notre monde actuel, rien que, enfin, avec tous les déchets qui existent sur Terre, avec tout le plastique, avec tout ça. Il y a plein d'informations qui peuvent être transmises. Et en fait, nous, on s'est dit, on veut, voilà, on n'est pas des pros, on va pas imposer toutes nos pensées ou quoi que ce soit. On veut juste se dire qu'on est un peu des messagères. On a des informations, on peut faire en sorte de les apporter à certains endroits. Et en fait, simplement, quand on va rencontrer des gens, leur expliquer un petit peu tout ça, on va jamais leur imposer en leur disant il faut qu'on vous parle d'écologie parce que c'est important, quoi que ce soit. Il y en a qui vont nous dire qu'ils s'en fichent et c'est pas grave. Mais si voilà, en discutant, on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a des gens qui aimeraient bien justement qu'on puisse leur apporter des informations, qu'on puisse parler à des familles, à des enfants, à la nouvelle génération ou quoi. Bah voilà, c'est se dire, nous, on peut apporter ce message et puis on va prendre du temps, on va prendre quelques heures, on va prendre quelques jours pour simplement leur expliquer tout ça. Et peut-être que grâce à ça, ben, ils vont avoir une conscience un peu plus éveillée et ils vont se rendre compte il y a plein de choses à faire et que pour le futur, en fait, l'écologie, c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer dans notre quotidien à tous pour que la planète, clairement, puisse être en bonne santé pendant de longues années, quoi. Je trouve ça merveilleux. Votre Defender va servir à faire circuler de l'information aussi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça génial. Puis ça m'amène tranquillement, Olivia. Je sais pas si tu es prête, mais on a des petites questions en rafale. Est-ce que tu es prête? Allez, oui. Ouais. Donc, la première chose qui te vient en tête, OK? Le but, c'est de rester spontané. Donc, tu te sens pleinement vivante quand? Terminer la phrase. Moi, je me sens pleinement vivante, clairement, quand je rencontre des nouvelles personnes et que je suis avec elles et que je me dis, enfin, je me fais la réflexion de me dire, Tain, je me sens bien, alors que, enfin, c'est pas forcément exceptionnel, mais c'est des petits moments comme ça où tu te dis, Tain, il suffit de vraiment pas grand-chose. Et là, je me sens bien et du coup, ouais, je me sens pleinement vivante. Les petits moments simples, c'est souvent ceux-là qu'on dirait qu'on est... Nos Ouais. 5 sens sont là, on est dans le moment. Ouais, tu te Ouais. sens juste apaisée et ça fait du bien, quoi. Oui, vraiment. Une peur que tu as laissée aller récemment? J'ai pas vraiment de peur par rapport au voyage. Moi, je suis clairement, dès le début, j'ai laissé toutes mes peurs de côté parce que je me suis dit, si j'ai des peurs, ça va me mettre des barrières et j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir des barrières. Je veux vraiment être totalement libre. Et du coup, c'est souvent une question qu'on me pose, moi, mais t'as pas peur de faire ci, t'as pas peur d'être seule, t'as pas peur de faire du stop, de dormir chez des inconnus, tout ça. En fait, je me dis non parce que je me pose pas trop de questions. Et je me suis toujours dit, il faut pas trop que je me pose de questions parce que sinon ça va m'amener d'autres questions et puis ça va m'amener justement des peurs. Donc voilà, je laisse juste les choses faire et non, j'ai pas de peur plus que ça. Ou alors quand je commence à avoir un petit peu peur, moi, j'essaie de tourner ça pour qu'au final ça soit utile et que ça m'aide à évoluer et non pas que ça me bloque et que ça m'empêche de faire quelque chose. Ouais. Génial. Fait que pas overthink. Rester quick pour être dans l'action. C'est ça. Puis, ton plus gros défi à ce jour? Mon plus gros défi,
Je sais que tu as fait un 42 km en 2019, quand même, un marathon. Félicitations! Ouais, merci. Et en plus, c'est ce à quoi je pensais parce que autant je pourrais dire que mon plus gros défi, c'était, je sais pas, de faire mon tour du monde ou de lancer ma série, mais pour moi, c'était pas des défis, c'était quelque chose que j'avais envie de faire et pour lequel j'allais aller au bout. Et même si ça allait se solder par un échec, c'était pas grave, mais c'était pas des défis, c'était vraiment des envies et des projets. Et contrairement, enfin, par exemple, si je mets le tour du monde d'un côté et le marathon de l'autre, pour moi, le marathon était beaucoup plus dur à faire et à gérer que le tour du monde. Donc, clairement, ouais, le dernier défi, c'était le marathon l'année dernière voilà, c'était une préparation assez compliquée. En plus, j'arrêtais pas de voyager, donc au final, j'ai pas pu me préparer autant que je voulais. Et je suis arrivée le jour même, donc c'est un 42 km. Et avant ce jour-là, j'avais jamais couru plus de 21 km d'affilée. Donc j'avais fait qu'un semi quelques mois auparavant. Et en fait, je me suis dit, ça va se jouer au mental et il va falloir que je donne tout ce jour-là, quitte à ne plus jamais courir après, parce qu'en soi, j'aime pas forcément courir. J'aime beaucoup le sport en soi, mais courir, c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. Et en fait, je me suis dit, dans ce jour-là, je vais aller jusqu'au bout et je veux être fière de moi et je veux me dire, au moins une fois dans ma vie, j'ai fait un marathon. Et du coup, ouais, ça a été un grand défi. Et je suis arrivée à bout de souffle à la fin, mais je l'ai fait, j'ai bouclé. J'ai couru pendant 6 heures, 6h30, 6h30. Ouais. Wow! Ça a été long. Tu l'as bouclé. Puis, tu dis que t'aimes pas courir, tu dis que pour toi, c'est de l'inconnu un peu, c'était quelque chose que tu n'avais jamais fait, même si tu étais active. Pourquoi un marathon? Pourquoi cette année-là? C'était quoi? Enfin, je voulais un marathon parce que pour moi, il fallait que ça soit un gros défi, il fallait que ça soit quelque chose que je pensais un peu impensable. Et en fait, il s'avère que j'ai perdu beaucoup de poids ces dernières années. Et en fait, pour moi, le marathon, c'était un petit peu voilà, c'était pour dire la boucle est bouclée. Je peux réussir à faire un truc d'assez fou, même si j'ai eu des kilos en trop, même si j'en ai toujours un petit peu. Voilà, c'est pas impossible de le faire. Et même si je vais mettre 3 heures de plus que certains qui sont dans une forme incroyable, pour moi, ça me dérangeait pas. Mais à ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'un gros défi comme ça. Et en fait, ça m'a fait trop du bien. Et au final, le défi en lui-même, ça booste énormément. Et tu te dis, tu sais que tu as un but et que tu veux l'atteindre. Et du coup, tu travailles pour atteindre ce but-là. Je trouve ça magnifique. Puis, autre question plus par rapport aux peuples reculés. À ton avis, qu'est-ce que les peuples plus reculés ont compris, que nous, on n'aurait pas compris? Je pense qu'ils, contrairement à nous, ils vivent vraiment beaucoup plus simplement. Et en fait, ils sont pas attaqués par notre société de consommation, par nos téléphones, par toute la technologie, tout ça. Que nous, en fait, à cause de tout ça, on se renferme énormément et on devient ultra individualiste. Alors que eux, au contraire, ils sont très soudés, ils sont très famille, ils s'aident peu importe ce qui se passe. Et en fait, ils restent dans une vie simple où certes, ils ont pas plein d'artifices, ils n'ont pas plein de trucs, mais au final, tu te rends compte que ils les ont pas de base, donc ça ne leur manque pas. Et en fait, ils vivent très bien comme ça, ils trouvent d'autres occupations, ils trouvent d'autres choses. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils prennent le temps de s'ennuyer parfois. Alors que nous, j'ai l'impression que nous, occidentaux, on ne supporte pas l'ennui et dès qu'on n'a pas quelque chose à faire, il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Donc, on va allumer la télé, on va regarder sur les réseaux sociaux, on va faire un truc comme ça. Alors que eux, voilà, s'ils ont 2 heures où ils vont rien faire, ils vont rien faire. Ils vont se poser sous un arbre, ils vont discuter avec leurs potes, ils vont attendre que le soleil se couche et ils vont prendre le temps simplement. Et nous, c'est des choses je trouve, dans notre vie de tous les jours, on a du mal à faire. Et c'est vrai que quand on se rend compte de ça et qu'on le vit, ça fait encore un bel électrochoc et ça fait du bien surtout. J'avais lu un livre là-dessus qui s'appelait « L'ennui vous sauvera ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose, je pense que c'est une auteure française, mais ça parlait justement de l'importance de déconnecter des écrans puis de se donner du temps pour juste se laisser aller dans nos pensées. Parce que c'est là où que la créativité est sollicitée. Puis
en tout cas, bref, puis que nos bonnes idées puis tout ça peuvent émerger parce qu'on occupe tout le temps notre cerveau, finalement. Ah oui, non, c'est ça. Ouais. Puis je termine là-dessus, Olivia, un fait wild sur toi. Dans la thématique du podcast. Je saurais même pas quoi dire. Ah, t'es pas la seule. Euh, Je saurais pas quoi te répondre. T'as 200 tatous. Ouais. Ouais, ça peut paraître wild. Mais pour moi, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent paraître wild pour certaines personnes, mais qui pour moi me paraissent assez normales. Mais ouais, on peut dire, ouais, mes tatouages qui commencent à se remplir un petit peu sur mon corps et que j'aime beaucoup parce que chacun a une signification particulière. La plupart d'entre eux ont été faits dans des pays à l'étranger, Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie. Donc, à chaque fois, ça a une signification assez particulière et j'aime bien me dire que j'ai plein de souvenirs qui sont ancrés sur moi. C'est comme des cartes du monde en métaphore. Ouais, non, carrément, Ouais. clairement. Enfin, on peut lire un peu mon histoire à travers eux et je trouve ça super chouette. Génial. Même si mes parents, ils aiment pas trop. Ah, c'est ça. Donc, écoute, c'était super intéressant. J'ai envie de terminer en disant aux gens où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre ta belle épopée qui s'en vient dès que le temps nous le permettra, dès que la COVID va être derrière nous. Il y a pas mal de choses différentes. Donc, pour suivre la future traversée de l'Afrique, il y aura beaucoup de vidéos sur YouTube où justement, je vais essayer de faire des mini-reportages. Comme tu disais, ça va être un petit peu la série Petite sœur d'Humanité. Et au passage, je vais essayer de continuer aussi les épisodes d'Humanité, donc qui seront diffusés sur YouTube et sur Facebook. Et puis après, il y a Instagram pour diffuser les photos et les stories un petit peu au jour le jour. Et le blog où j'essaie d'écrire pas mal d'articles aussi pour donner beaucoup d'informations sur tous les pays ou les cultures que j'ai l'occasion de découvrir. Et puis, si ça vous tente de lire justement sur ce que c'est justement être engagé vers plus l'écologie, tout ça, tu abordes différents sujets, puis c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est très pertinent, donc je vous invite à aller voir ça aussi. Puis voilà, écoute, sur ça, je te souhaite une belle soirée, ma chère Olivia, vraiment. Bonne chance dans tous ces beaux projets qui s'en viennent pour toi. Hâte de continuer à regarder les épisodes parce que je t'avoue que je les ai binge-watch. Là, j'en ai plus, là. Il faut que tu m'alimentes. Puis voilà, je te souhaite vraiment succès dans tout ce qui s'en vient pour toi. Puis ça fut vraiment une belle rencontre. Puis je trouvais que ce que tu réalisais était très humain. Et puis c'est simplement le signe de la personne humaine que tu es. Et en tout cas, bref, je suis très contente d'avoir pu te parler. Merci beaucoup, merci pour ton invitation et ça me fait super plaisir et je suis super contente que mon contenu puisse toucher et puisse être utile, c'est tout ce que je veux et je trouve ça trop cool, donc merci à toi.